Bon, ben, écoutez, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Mon général de l'assistance publique de Paris, une institution à laquelle nous sommes tous fiers d'appartenir, même si on passe notre vie naturellement à la critiquer, parce que nous sommes critiqués. Mais on est quand même, ça y est, vous comprenez, on est quand même heureux de faire partie, et assez fiers de faire partie de cette institution. Et puis au nom, Philippe Juvin le rappelait tout à l'heure, j'ai effectivement des fonctions dans cet hôpital qui me permettent de vous souhaiter la bienvenue au nom de la direction et de la communauté médicale de l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors on va vous demander de vous parler de thérapie cellulaire, des cellules souches. Vous en avez entendu parler, hein, j'imagine, dans la presse, à droite, à gauche. Peut-être même qu'on en parle trop. Enfin, comme c'est mon boulot aujourd'hui, je vais essayer de le faire. Et je vais surtout essayer de vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Et je souhaiterais vraiment que vous m'interrompiez si à un moment donné ça vous paraît trop compliqué, parce que quels que soient les efforts qu'on fait, on a parfois un peu trop le nez dans le guidon, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément accessible pour un public qui n'est pas, a priori, médical ou scientifique. Je crois que quand on parle de cellules souches, quand même, puisqu'on va en parler là pendant une demi-heure, un quart d'heure, il faut savoir de quoi on parle. Alors, nous avons tous, vous avez toutes et tous, des cellules souches dans le corps. Et vous voyez que ces cellules, elles ne sont pas toutes les mêmes capacités. Au stade de l'embryon, dont on reparlera tout à l'heure, puisque je dirai un petit peu plus sur cette première greffe mondiale de cellules souches embryonnaires qui a été réalisée ici à l'HEGP, mais au stade de l'embryon, par définition, on a des cellules qui peuvent tout donner, puisqu'elles vont tout donner, vont constituer un organisme entier. Puis au fur et à mesure du développement, et c'est très tôt dans le développement embryonnaire, c'est à partir de la première semaine, la deuxième semaine du développement embryonnaire, il va y avoir une spécialisation progressive des cellules. Et par exemple, les cellules qui deviennent des cellules de la peau pourront donner naissance à des cellules, mais uniquement à des cellules de la peau. Les cellules du cerveau pourront donner naissance à des cellules cérébrales, en très petit nombre d'ailleurs, malheureusement. C'est bien le problème des accidents vasculaires cérébraux, c'est qu'il y a peu de régénération cérébrale. Et donc on a cette espèce de spécialisation progressive, et vous allez voir que d'un point de vue thérapeutique, cette notion est importante à l'intégrer. Si on veut en revanche des cellules protéiformes, hein, on peut orienter, vous le verrez, dans telle ou telle direction, il faut s'adresser à des développements très précoces de l'embryon, quand il y a encore une plasticité des cellules, telle que vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Alors est-ce que c'est nouveau? Eh bien non, c'est pas nouveau. Vous voyez la photo de ce monsieur, c'est un chirurgien. Alors ça nous fait plaisir, à nous les chirurgiens, ça a commencé avec un chirurgien. C'est un chirurgien suisse qui, en 1881, si je ne dis pas de bêtises, non, je dis une bêtise, en 1869, devant un malade qui avait une brûlure cutanée, brûlure importante, a eu l'idée de prélever sur un autre endroit du corps de ce patient un fragment de peau et de l'utiliser comme une espèce de pansement pour couvrir la brûlure. Et à sa grande surprise, on a vu que ce fragment auto-transplanté proliférait et permettait la cicatrisation et la guérison de cette brûlure. Et c'est sans doute historiquement, vous avez eu tout à l'heure un topo sur l'histoire de la médecine, là vous avez une notion supplémentaire, historiquement, c'est sans doute la première expérience au monde humaine de thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on a soigné une brûlure finalement avec des cellules. Et puis, plus d'un siècle plus tard, M. Thomas a reçu un prix Nobel de médecine, pour avoir guéri les premiers patients atteints de leucémie par des greffes de moelle sanguine. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, on purge véritablement le patient de toutes les cellules leucémiques par une chimiothérapie extrêmement lourde. Donc on vide le malade de ces cellules leucémiques. Et puis, ce qu'il a montré, c'est que si on greffait des cellules saines, naturellement, de moelle, quelles que soient les complications, les difficultés que ça peut présenter, eh bien, on pouvait guérir un certain nombre de ces patients.
Vous savez qu'aujourd'hui, la greffe de moelle osseuse, sanguine, est complètement intégrée dans l'arsenal thérapeutique de nos collègues en hématologie pour traiter un certain nombre de maladies malignes du sang. Donc ça, ce sont vraiment les deux expériences séminales qui ont montré, c'est ça qu'il faut comprendre, que tout comme un médicament, tout comme un dispositif, une technique chirurgicale, une cellule, les cellules, pouvait avoir un effet thérapeutique, un effet curatif. Alors après, ça s'est emballé progressivement. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de malades souffrant d'arthrose, et en particulier d'arthrose du genou, qui sont soignés par thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on utilise des cellules cartilagineuses, on les incorpore en général dans un petit gel pour que ça tienne mieux, et on va mettre ce gel cellularisé au contact des zones abrasées du cartilage pour essayer de régénérer en partie ce cartilage et d'améliorer la symptomatologie douloureuse du patient. C'est une thérapeutique qui n'est pas indiquée, je le précise parce qu'il y a sans doute dans l'assistance des gens qui ont mal au genou, comme nous tous, c'est pas indiqué pour tous les patients qui ont mal au genou, mais enfin, il y a des indications précises et des résultats qui ne sont pas inintéressants de ces greffes. Plus spectaculaire encore, le diabète. Alors, dans le diabète, comme vous savez, les cellules qui produisent l'insuline ne font plus leur boulot d'une manière normale. Donc, l'idée, c'est de greffer de nouvelles cellules productrices d'insuline. Ces cellules productrices d'insuline sont regroupées dans ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui se trouvent dans le pancréas. Et donc, il y a actuellement, de par le monde, y compris d'ailleurs en France, notamment dans la région lilloise, et également à Paris, des équipes qui, dans certains cas de diabète, greffent ces cellules par voie, d'ailleurs c'est assez simple, par voie intraveineuse. Et vous voyez que si on regarde cette diapo, vous avez quand même, à 3 ans, dans cette série, presque la moitié des patients qui ont pu être sevrés de l'insuline. Même pas rien. Presque un malade sur 2 qui était insulinodépendant n'est plus insulinodépendant parce que les cellules greffées ont pris le relais et que l'insuline sécrétée par ces cellules greffées permet une relative normalisation de la glycémie. Je vous dis tout de suite que c'est quand même une thérapeutique lourde parce que ce résultat ne peut être obtenu dans la mesure où ce sont des cellules étrangères au prix d'une immunosuppression, comme pour n'importe quelle transplantation, laquelle immunosuppression a son propre lot d'effets secondaires et de complications. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne traite pas tous les diabétiques par des greffes de cellules. Mais, il y a actuellement des essais très intéressants qui ont démarré aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, où les îlots en question ne sont plus injectés, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, directement comme ça dans la circulation, mais les cellules sont encapsulées dans des microcapsules, et ces microcapsules permettent d'éviter l'attaque par les cellules du système immunitaire. Et donc vous avez vos cellules productrices d'insuline qui sont dans leurs petites capsules et qui crachent l'insuline, mais qui ne sont pas détruites par le système immunitaire, ce qui permet d'éviter ou d'alléger le traitement immunosuppresseur. Vous voyez qu'il y a même des orientations intéressantes. Et puis, il y a eu, notamment en France et à l'hôpital Henri Mondor, il y a plusieurs années de ça, mais c'est plus compliqué, parce que dès qu'on touche au cerveau, tout est compliqué. D'abord parce qu'on n'y connaît rien, ensuite parce qu'on n'y comprend rien, et enfin parce que c'est très compliqué. Voilà. Donc, mais il y a eu quand même des malades parkinsoniens qui ont eu des greffes de cellules. Alors dans le Parkinson, ce qui manque, c'est des cellules qui produisent un médiateur qu'on appelle la dopamine. C'est un peu, si vous voulez, comme l'insuline dans le diabète. Bah, finalement, on a greffé des cellules productrices de dopamine, et il y a eu un certain nombre de malades qui ont pu être améliorés. Ça n'a plus beaucoup cours aujourd'hui, même s'il y a des équipes qui continuent à travailler, parce que, pour tout vous dire, entre-temps, il y a eu un monsieur génial qui s'appelle Benhabib et qui travaille à Grenoble, et qui est un neurochirurgien, qui a montré que par la stimulation cérébrale profonde, donc en mettant des électrodes dans le cerveau dans certaines conditions, on améliorait de façon spectaculaire la symptomatologie des Parkinsoniens, en particulier les troubles de la marche, les tremblements, etc. Donc, ça a tellement bien marché, la stimulation cérébrale profonde, que du coup,
la thérapie cellulaire étant quand même compliquée dans le cerveau, elle a un petit peu perdu de l'intérêt qu'elle avait. Et puis, récemment, avant que je vous parle quand même un peu du cœur, parce que nous, notre travail, c'est quand même de s'occuper du cœur, mais il y a eu le premier essai de greffe de cellules souches embryonnaires transformées en cellules de la rétine chez des malades atteints d'une dégénérescence maculaire de l'adulte. La DMLA, je ne fais pas le dessin, hein, c'est vraiment un des gros problèmes de santé publique aujourd'hui. Et donc, c'est aux États-Unis et en Angleterre que les essais ont commencé. Ils se poursuivent d'ailleurs au Japon et maintenant en Asie, pour voir si, en greffant donc des cellules de la rétine, dans certaines formes de DMLA, pas toutes, dans certaines formes, on pouvait améliorer la vision. On en est au tout début, et ça vous montre quand même qu'on balaye avec cette thérapie cellulaire un spectre extrêmement large de pathologies. Alors, pourquoi maintenant le cœur et l'insuffisance cardiaque? Vous avez là des courbes qui vous expliquent l'intérêt de la thérapie cellulaire dans l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Il s'est passé un phénomène assez rare en médecine, assez rare. C'est-à-dire qu'en moins d'une dizaine d'années, on a diminué de façon spectaculaire, la mortalité de l'infarctus du myocarde. Il y a peu de pathologies pour lesquelles une diminution aussi majeure de la mortalité a pu être observée dans un laps de temps aussi court. Pourquoi? Par la prévention et surtout, bien sûr, par la prise en charge extrêmement rapide de ces patients, puisque vous savez que l'infarctus, c'est une artère du cœur qui s'est bouchée, et qu'aujourd'hui, le traitement, c'est, pour faire simple, de la déboucher, et puis éventuellement de mettre un petit ressort pour la garder ouverte. Il faut que vous sachiez que grâce au système de secours public, pompiers et le SAMU de Paris, à qui on ne rendra jamais suffisamment hommage, aujourd'hui, dans une ville comme Paris, en moyenne, le délai entre l'appel à cause d'une douleur thoracique et le débouchage de l'artère coronaire, c'est 1h10. Et ça, c'est le résultat des efforts conjugués du SAMU, des équipes de cardiologie interventionnelle, qui sont sur le pont 24 heures sur 24 et qui peuvent à 4 heures du matin revenir pour monter la sonde et déboucher l'artère. Et ça, c'est l'honneur de l'assistance publique. Je dis bien, c'est l'honneur du service public et de l'assistance publique que d'avoir réussi ce tour de force. Alors du coup, fort heureusement, les malades ne meurent plus. Bon. Mais à partir du moment où ils survivent, ils vont quand même, pour un certain nombre d'entre eux, faire un accident coronaire. Et donc, ils sont à risque, de quoi? De développer dans les années qui viennent une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire s'ils ont détruit beaucoup de leurs cellules contractiles, eh bien, la pompe ne pompe plus. Ou la pompe pompe mal. Et quand la pompe pompe mal, on est essoufflé, on a les grosses jambes, on a du mal à respirer, c'est l'insuffisance cardiaque. Pour vous donner une idée, en France, 150 000 nouveaux cas par an. Ce n'est pas une maladie orpheline. Hein. Pas une maladie orpheline. 150 000 nouveaux cas par an. Et alors qu'on a fait de très gros progrès, malgré tout, dans l'insuffisance cardiaque, etc., si vous regardez les courbes d'en bas et les courbes d'en haut, les courbes d'en bas, c'est les courbes de mortalité de la population normale telles qu'on peut les extraire des données de l'assurance maladie, etc. Et puis en haut, c'est la mortalité chez les hommes et chez les femmes de l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez que malheureusement, il n'y a pas photo. Et c'est assez intéressant de voir, enfin c'est pas intéressant d'ailleurs, c'est très déprimant de voir que autant dans l'infarctus du myocarde, comme je viens de vous le dire, il y a eu vraiment cette bascule spectaculaire, autant dans l'insuffisance cardiaque, tous les essais médicamenteux des 10 dernières années ont été négatifs. Tous. Vous imaginez les centaines de millions d'euros et de dollars qui ont été investis, en bonne foi, entendu, par les firmes pour développer des essais où il faut inclure
5 000, 10 000, 15 000 malades pour arriver au bout du compte, au bout de 3 ans, 4 ans, à dire bah non, ça ne marche pas. Il n'y a aucun de ces médicaments qui finalement s'est imposé. Il y en a un récemment dont on se dit peut-être que celui-là il va marcher. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu des progrès, mais comme vous le voyez, la mortalité elle reste quand même substantielle. Et quand même pas totalement occulter le fait que cette affaire coûte cher. Cette affaire coûte cher parce que ce sont des malades qui sont réhospitalisés de façon périodique pour édème pulmonaire, pour essoufflement, pour rééquilibration du traitement, pour tout ce que vous voulez. Et donc, ces réhospitalisations itératives, la directrice de l'hôpital, Mme Escalon, je salue, ne dira pas le contraire, ces réhospitalisations itératives, bah, elles finissent par grever sacrément le budget de la santé. Alors, comme vous le voyez, l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment un continuum. Vous avez des formes qui sont des formes légères, bénignes, un petit peu de diurétique, un petit peu de trucs, de machin, et tout s'arrange. Puis vous avez des stades beaucoup plus évolués de la maladie. Et la thérapie cellulaire, vous voyez, elle se situe sur les dernières marches. Vous voyez, ce n'est pas la marche ultime. Et ça, c'est une notion importante que je voudrais vous faire passer, parce que la marche ultime, c'est-à-dire quand la pompe ne pompe plus du tout, vous pouvez utiliser autant de cellules que vous voulez, la pompe ne pompera jamais. Seule solution, c'est la transplantation cardiaque ou le cœur artificiel, le remplacement du cœur. Donc il ne faut pas vous imaginer comme la presse, parce que la presse dit n'importe quoi. C'est leur métier, c'est de dire n'importe quoi. Dit ah, c'est une souche, on va régénérer des cœurs et machin. Non, bien sûr que non. Il faut des formes, bien entendu graves, parce que si le malade va bien avec un comprimé de l'Azilix, on ne va pas l'embêter avec des cellules. Il ne faut pas non plus des formes qui sont dépassées, parce que là, ça ne marchera jamais. Donc il faut quand même bien choisir sa cible. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a d'autres moyens aujourd'hui de traiter les insuffisances cardiaques graves. Voilà les 3 grands moyens. La resynchronisation, c'est des pacemakers un peu particuliers qui permettent aux différentes parties du cœur de se contracter de façon synchrone. Les dispositifs d'assistance circulatoire, vous savez, ces pompes qu'on peut mettre en place et qui vont aider le cœur, et puis la transplantation. Tout ça pour dire que dans les formes graves, on a quand même un certain nombre d'options thérapeutiques, et c'est vrai que les 3 options que vous voyez ici, surtout d'ailleurs l'assistance et la transplantation, sont quand même des thérapies très lourdes, avec quand même, transplantation, c'est pas la pénicectomie, hein. Tandis que la thérapie cellulaire, vous allez voir, c'est quand même un peu plus, entre guillemets, léger comme approche thérapeutique. Et quand on regarde aujourd'hui, vous voyez, les essais dans le monde, et ben, en cardiologie, finalement, c'est pas mal, parce que c'est 30% des essais. La cardiologie occupe une place importante, une place très importante en cancérologie. Mais alors là, c'est très compliqué, l'utilisation des cellules en cancérologie, et comme j'y connais rien, je ne vais pas vous le dire. Alors, où est-ce qu'on va aller les chercher, les cellules? Parce que rentrons dans le vif du sujet. Ça va, là, ça va. Vous êtes assoupi ou bien... Non, Pas du tout. Non, vous dites arrêtez. Non. Si vous dites arrêtez, j'arrête. Non, ça va. Alors, ça c'est un problème. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, le problème n'est pas réglé. Je ne vais pas vous dire, voilà, c'est là qu'il faut les prendre. Il y a une recherche intense en Europe. Encore plus, alors là, aux États-Unis, c'est des perfusions de millions de dollars, et encore plus dans les pays asiatiques maintenant, notamment Singapour, la Corée du Sud, le Japon, sont très très investis dans ces affaires. Alors, il y a différentes sources possibles de cellules, notamment au début, on s'est dit tous, on va commencer quand même par le plus simple. Alors, où est-ce qu'on peut les prendre? Bah, il y en a qui les ont prises dans la moelle sanguine en se disant peut-être que dans la moelle il y a des cellules souches, machin. Bon. Il y en a qui les ont pris dans le tissu adipeux, encore faut-il en avoir. Et puis nous, on a fait le choix au départ de les prendre dans le muscle. Bon, on a fait ce choix de façon un peu pragmatique en se disant finalement le cœur est un muscle. C'est un choix idiot, je vous le dis tout de suite, mais enfin on est il y a 20 ans. L'équipe a commencé, nous avons commencé il y a 20 ans. Ouais, ça fait quand même... Et donc, on s'était dit, bah, le cœur est un muscle, donc finalement, peut-être que si on prend des cellules de muscle. Et donc, on a travaillé pendant
petite dizaine d'années sur l'animal, on en reparlera, et puis avec quand même des résultats intéressants, c'est-à-dire créer un infarctus, vous injectez des cellules de muscle, une partie morte du cœur, quand même, retrouve un petit peu de vigueur. Donc c'était encourageant. Et donc, vous voyez, il y avait un certain nombre d'avantages à prendre ces cellules de muscle. Vous allez voir les photos. On peut les prendre chez les patients, ça pousse facilement, ça ne donne pas de tumeur, etc., etc. Voilà, vous voyez, je vous promets que vous n'aurez pas de trucs gore. Ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Vous faisiez une petite biopsie à la cuisse. On faisait vraiment de la purée, vous voyez, de la purée de muscles, comme ça. Et puis, c'était déjà la collaboration avec nos collègues de l'hôpital Saint-Louis, du labo de thérapie cellulaire, qui faisait pousser les cellules en grand nombre. Hein. On partait d'une petite biopsie, on arrivait à 800 millions de cellules. Et puis, voilà à quoi ça ressemblait quand ça revenait au bloc opératoire. Et moi, j'injectais, au cours d'une intervention classique, hein, de pontage coronaire, j'injectais donc dans la zone de l'infarctus les cellules en question. Et le 15 juin 2000, nous avons fait la première implantation au monde de cellules souches dans un cœur humain. 15 juin 2000. Chez un monsieur qui avait parfaitement compris qu'il était le premier, qui l'avait tout à fait bien accepté, qui a vécu encore 18 mois avant de mourir d'un accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'était le début. Alors, comme les 10 premiers malades que j'avais opérés s'étaient bien passés, on s'est dit, maintenant, il faut savoir si vraiment ça marche. Donc, on a mis en place un grand essai à travers toute l'Europe. Vous voyez, il y avait 21 centres en Europe qui ont utilisé cette technique avec un groupe contrôle, un groupe placebo, tout ça étant fait en aveugle pour ne pas biaiser l'interprétation des résultats. Une logistique qui était quand même assez compliquée parce qu'il fallait prendre des biopsies chez les patients, les envoyer dans 2 laboratoires centraux, l'un était aux États-Unis, l'autre était à l'hôpital Saint-Louis, et puis une fois que la préparation cellulaire était terminée, peut-être ça reprenait l'avion, et ça revenait vers le centre de transplantation. Je veux dire que cette logistique s'est toujours bien passée. Est venu le moment des résultats, négatifs. Négatifs. Vous voyez, la fraction d'éjection, c'est en gros la fraction de sang qui est éjectée hein, à chaque battement, donc c'est un reflet un peu de la qualité de la pompe. Bah, vous voyez qu'entre la forte dose de cellules, la faible dose et le placebo, kiff-kiff. Donc on s'est dit, bon, ben voilà, c'est peut-être pas les bonnes cellules, ou bien peut-être qu'on les a pas bien injectées, donc il faut qu'on essaye de réfléchir un petit peu, puis qu'on continue. Il n'est pas question d'arrêter sous prétexte que l'essai était négatif. Il était négatif, mais sans complications particulières pour les patients. En termes de sécurité, il n'y avait pas eu de souci. Et donc, on a tiré les leçons. Alors, je vous dis ça parce que, peut-être vous avez entendu donc, par la presse, ou machin, quand on a fait la première greffe, enfin à nouveau la première greffe de cellules souches embryonnaires, en octobre, c'est pas venu comme ça. Quoi. On s'est pas dit, tiens, on va faire un scoop à la télé, on va injecter des cellules, truc. C'est un continuum qui a commencé il y a 20 ans. Donc on est retourné au tableau noir en se disant, bon ben voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est un dommage. Enfin, quand vous faites de la chirurgie, et en particulier de la chirurgie cardiaque, il vaut mieux pas être trop enclin au découragement. Il vaut mieux changer de métier à ce moment-là. Donc, le moral, on a continué, c'est vrai. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, première chose, tourner au labo. Je fais une petite parenthèse qui reprend ce que disait Alain Carpentier hier, c'est-à-dire que l'assistance publique, c'est un truc très particulier. Rien ne marche, en gros, tout le monde se plaint, machin, et tout, c'est dégueulasse, etc. Là, on attend 10 heures aux urgences, etc. Mais il y a quand même des choses incroyables à l'assistance publique, et en particulier le fait que la plupart d'entre nous avons de façon conjointe des activités de soins, naturellement, de chirurgie, de médecine, hein, et puis des activités de laboratoire, puisque beaucoup de labos, INSERM, CNRS, universitaires, sont intégrés dans les hôpitaux, et l'HEGP, c'est l'exemple caricatural, puisque le bâtiment recherche, il est dans l'hôpital. Quand il n'est pas dans l'hôpital, c'est plus compliqué, quand même. Moi, je l'ai vécu aussi avant, même si c'est prendre la voiture ou le tramway, quand le labo était à Bruxelles et que la chirurgie était ici, le tramway, c'est assez sympa, remarquez. Mais enfin, il faut quand même le prendre, revenir, machin. Est-ce que quand on est sur place, vraiment, on n'a plus d'excuses? Donc on a travaillé avec les chercheurs, parce que bon, nous, on n'est pas des chercheurs au sens propre, et finalement, ce qui est arrivé comme conclusion, c'est que les cellules qui risquaient de marcher le mieux, c'était quand même des cellules cardiaques.
On avait voulu essayer des cellules de muscle, mais le muscle, c'est du muscle squelettique, c'est pas du muscle. Et donc aujourd'hui, c'est la tendance générale, d'essayer de prendre des cellules cardiaques, de la même façon d'ailleurs que si vous vouliez demain remplacer des bouts de cerveau, vous avez intérêt à prendre des cellules cérébrales, pas à prendre des cellules de la peau, ou du muscle, ou de je sais pas quoi. On a intérêt à avoir un bon appariement, en quelque sorte, entre le type de cellule que vous allez greffer et puis le tissu qui va être greffé. Et donc, où est-ce qu'on va aller chercher ces cellules cardiaques? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on a été aidé par ce monsieur. Ce monsieur, c'est Jimmy Thompson. Vous voyez, il a l'air rigolo comme ça. Hein. N'empêche qu'il a découvert, c'est lui qui a découvert les cellules souches embryonnaires humaines. C'est-à-dire qu'il a découvert qu'il y avait, au tout début du développement embryonnaire, des cellules, comme je vous l'ai montré sur la première diapo, qui étaient pluripotentes. Et d'où viennent ces cellules embryonnaires et d'où viennent ces embryons, dont on a beaucoup parlé au moment de la révision des lois de bioéthique, etc. Ils viennent, que les choses soient claires, d'embryons surnuméraires qui ont été conçus dans le cadre des fécondations in vitro. Donc, quand je parle de cellules souches embryonnaires, n'imaginez pas que c'est un petit bébé mignon avec son petit nez, ses petites oreilles, sa petite capuche qu'on a découpée en rondelles pour récupérer des cellules. C'est pas ça. C'est 4 jours après la fécondation, une masse de 100 cellules qui vous donne ce que vous voulez. 4 jours. Ok? 4 jours. Alors, vous connaissez tous la fécondation in vitro. Quand on fait la fécondation in vitro, ça commence par la stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne, ça donne 2, 3, 4 embryons. Alors, ces 2, 3, 4 embryons, bah, bien sûr, le premier objectif, c'est de les réimplanter chez la maman pour qu'elle ait un bébé. C'est le but. Sauf que, une fois qu'elle a eu un premier bébé, bon, quelquefois, elle en veut un deuxième. Pourquoi pas? Enfin, parfois, au bout de 2, elle dit, bon, ok, ça suffit. Et il reste 2 embryons congelés. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La loi dit, si au bout de 5 ans, les parents n'en veulent plus, ces embryons doivent être détruits. C'est comme ça qu'est venue l'idée de dire, bon, écoutez, si c'est pour les détruire, peut-être qu'on pourrait récupérer des cellules pour justement dériver des lignées. Donc vous voyez, ça commence par une fécondation in vitro, ensuite on congèle les embryons, et on a donc cet aspect, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un... Ouais, vous voyez, ça c'est la masse des 100 cellules dont je parlais. Et puis donc on a cette triple orientation possible des embryons surnuméraires, c'est-à-dire la destruction, le don à un autre couple, possible, ou le don à des fins scientifiques et médicales. Et ça, la loi le prévoit très clairement. Donc on donne une première fois le choix aux parents, et on leur dit surtout donnez pas de réponse. Surtout donnez pas de réponse, vous réfléchissez, on en reparle dans 3 mois. Puis, c'est 3 mois le délai, enfin plusieurs semaines après. On repose la question, et là en gros, c'est assez rigolo, c'est 30-30-30. 30 qui disent non, 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 destruction, 30 qui disent don à un couple, et 30 qui disent ok pour la recherche. Alors ce qui est marrant, c'est que comme on est en France, la loi n'est faite que pour être transgressée. Et donc, au moment de la révision des lois de bioéthique, la toute première, il y avait cette notion dans la loi, au bout de 5 ans, il faut détruire les embryons, parce que sinon, voilà. Sauf que ceux qui font de la fécondation in vitro, ils ne sont pas idiots. Ils se sont dit dans ce pays, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça change, machin, gardons-les. Alors on les a gardés. L'agence de la biomédecine n'est même plus capable de savoir combien il y en a. C'est-à-dire qu'on a des congélateurs qui sont pleins d'embryons surnuméraires, ça se chiffre par dizaines de milliers. Parce que les gynécos, voilà, ils ont eu un peu la trouille, ils ont dit si on le jette, puis qu'après on vient nous le réclamer, comment on va faire, bon, il y a le truc. Hein. Donc, quand il y a eu les discussions au moment de la seconde révision de la loi de bioéthique en disant « mais vous allez créer des embryons pour la recherche », on dit « mais non, on peut créer des embryons pour la recherche, on a déjà trop d'embryons, on peut en créer pour la recherche, pas besoin ». Ce débat est un faux débat. Et donc, pour revenir à Jimmy Thompson, il a donc trouvé que ces cellules, comme vous le voyez, je le répète, 4 jours après la fécondation, pouvaient vous donner à peu près ce que vous vouliez.
dont naturellement des cellules cardiaques. Voilà. Alors, regardez bien ça, parce que ça c'est quand même très bon. Vous les voyez battre? Chaque fois que nous on a un résultat au labo qui ne correspond pas à ce qu'on voulait, je regarde cette diapo pour me redonner un peu le moral. Et j'avais le choix, Lexomil ou diapo. J'ai pris diapo. Et c'est 4 jours après ça. Alors ça c'est des cellules qui ont été effectivement prélevées au 4e jour de la fécondation et qui ont été cultivées dans des conditions particulières pour devenir des cellules cardiaques. Elles deviennent des cellules cardiaques battantes comme ça au bout de 10 jours. 10 jours de culture, 10 jours. Bon, je vous en remets un petit coup, parce que c'est gratuit. Vous voyez, M. Tedesco a installé le truc tellement bien que ça bouge. C'est rare. D'habitude, on dit aux gens, ouais, vous allez voir, ça va battre. Et puis, tac, il n'y a rien. Ça doit être. Alors, comment on a fait quand on est passé, nous, à l'homme? Ben, la première chose qu'on a fait, c'est donc de récupérer une lignée, comme ça, et on l'a amplifiée. Pourquoi on l'a amplifiée? Ben, parce qu'il faut beaucoup de cellules. Mais là, au départ, je vous ai dit, vous partez de quelques cellules. Donc, il faut les faire pousser. Donc, vous voyez, on fait des banques, comme ça. Et là, à Saint-Louis, aujourd'hui, il y a à peu près 600 millions de cellules. On est parti de quelques dizaines de milliers de cellules au départ. Elles avaient déjà proliféré un peu, et on a pu avoir 600 millions de cellules. Donc, on a une bonne banque. Et vous voyez ici à quoi ça ressemble? Vous voyez au début, là, ces petits ronds blancs. Vous voyez? Et puis, vous voyez, ça grossit, et puis ça grossit, ça grossit. Ça fait ces colonies, donc, et chaque colonie comprend plusieurs milliers de cellules. Alors ensuite, ces cellules, il faut en faire des cellules cardiaques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce ne serait pas rigolo, mais simplement pour vous dire que ce n'est pas très compliqué. Parce que les gens souvent disent, mais comment vous faites? C'est exactement de la cuisine. C'est de la cuisine. C'est-à-dire, vous prenez de la salade, par exemple, bah, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. D'accord? Vous aurez une salade à l'huile d'olive. Mais si vous mettez du vinaigre balsamique, vous aurez une salade au vinaigre balsamique. C'est exactement de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez mettre dans votre milieu de culture, vous pouvez avoir des cellules cardiaques ou des neurones. Ah, il y a des cellules plus compliquées à obtenir. Par exemple, si vous voulez des cellules du pancréas, c'est possible, hein, c'est fait. C'est quand même plus compliqué comme cuisine. Mais là, on est dans la cuisine monop, quoi. Vous voyez, simple, on n'est pas 4 étoiles. 4 fourchettes, pourquoi? On n'est pas Michelin. On est vraiment basique. C'est pas très compliqué de faire des cellules cardiaques. C'est comme ça. Alors, on prend donc, vous voyez, la cellule pluripotente, et puis on en fait un précurseur. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, quand vous faites ça, vous avez à peu près la moitié des cellules qui deviennent ce que vous voulez qu'elles deviennent, c'est-à-dire des cellules cardiaques. Donc après, il faut les purifier. Donc il faut qu'on ait un marqueur qui permette d'identifier la population d'intérêt. Et ensuite, on utilise des techniques qui sont des techniques très courantes en hématologie, de tri, si vous voulez, pour avoir vraiment une population purifiée et ne plus avoir de cellules qui resteraient pluripotentes. Vous avez peut-être entendu au moment des débats des gens qui disaient « Ouais, les cellules embryonnaires, ça donne des tumeurs. » C'est idiot de dire ça. Bien sûr que ça donne des tumeurs si on les utilise pluripotentes, parce que là, elles peuvent proliférer, proliférer, proliférer. Mais en fait, ça ne donne pas de tumeurs à partir du moment où on les a spécifiées dans une direction, purifiées et triées. D'accord? Et ça, c'est tout le travail qui a été fait, une fois de plus, à Saint-Louis. Alors, je vais quand même dire un mot, puisqu'on parle des cellules embryonnaires, de quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas des cellules embryonnaires, mais qui y ressemblent. Et ce monsieur, Yamanaka, a eu le prix Nobel, il y a 2 ans, pour avoir découvert que si vous prenez une cellule de peau, donc une cellule adulte, d'accord, et que vous la traitez d'une certaine façon, vous pouvez la ramener à un état embryonnaire. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Oui. Donc, vous la ramenez à un état embryonnaire, et à partir de là, vous pouvez à nouveau la différencier en cellules de cœur, en cellules de peau, en cellules de ce que vous voulez. D'accord? C'est pas si évident à reprogrammer, mais vous voyez, on remet le compteur à zéro. On remet le compteur à zéro. Alors, est-ce que ces cellules
qui s'appellent les cellules induites à la pluripotence, parce qu'elles sont pluripotentes, mais elles ont été induites, elles ne sont pas spontanément pluripotentes. Est-ce que ces cellules sont équivalentes des cellules souches embryonnaires? Oui et non. Elles y ressemblent beaucoup, c'est un peu du Canada Dry. Hein. Elles y ressemblent beaucoup, mais elles ne sont pas complètement. Et puis la reprogrammation, c'est pas non plus sans difficulté. Mais il faut savoir qu'au Japon, puisque comme la photo vous l'indique, M. Yamanaka est japonais, au Japon a commencé le premier essai clinique également dans la dégénérescence maculaire de l'adulte, où ils ont pris des cellules de la peau, ils ont reprogrammé pour devenir des cellules pseudo-embryonnaires, et hop, après ils les ont redifférenciées pour en faire des cellules de la rétine. Voilà le schéma dont je viens de vous parler. Pour dire la vérité, aujourd'hui, ça peut vous paraître compliqué, mais il y a quand même beaucoup de réserves pour utiliser ces cellules en thérapeutique. Parce que la reprogrammation, c'est quand même un peu l'apprenti sorcier vis-à-vis du génome. C'est-à-dire qu'on peut avoir des perturbations génétiques quand même pas faciles à contrôler. En revanche, ce sont des cellules extrêmement intéressantes, par exemple, pour screener des médicaments. Si on veut savoir si un nouveau médicament va marcher sur des cellules humaines, plutôt que d'injecter ça à des rats ou à des souris, eh ben, on prend des cellules humaines dérivées soit de patients, soit de champs normaux, et on regarde l'effet des médicaments dessus. C'est aujourd'hui la première indication d'utilisation de ces cellules. Alors ensuite, une deuxième raison qui... Ça va, vous suivez toujours là? Oui, ça va. Ça va? On est là. Vous n'avez pas marre? Le cœur tient. Vous êtes courageux. Alors, deuxième chose qu'on s'est dit, vous avez vu tout à l'heure l'injection à la seringue et à l'aiguille. On s'est dit ça, Moyen-Âge. Moyen-Âge. Faut qu'on trouve mieux. Ce truc, machin. En plus, moi je me rendais compte, hein, quand j'injectais, on n'injecte jamais à la même pression hein, sur le piston, donc si vous injectez fort, vous pouvez tuer les cellules, enfin, ça allait pas. Donc on s'est dit, on va, beaucoup de voies possibles hein, pour injecter les cellules, vous voyez, on peut faire en intraveineux, directement dans les coronaires, mais nous en chirurgie, on a quand même un privilège extraordinaire, c'est qu'on a le cœur en face, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc on est passé au patch. Le patch, c'est quoi? Ben, c'est un patch, un pansement. Donc c'est simple, c'est reproductible, on met les cellules dedans, vraiment, on met les cellules dedans, et on a donc ce patch qu'on peut déposer véritablement sur la zone pathologique du cœur. Vous voyez, quand on reprend donc ce protocole, on amplifie, on spécifie, on trie, on met les cellules triées dans le patch et on met tout sur le cœur. Alors, vous voyez, quand on fait ça, c'est assez facile. C'est 10 ans de travaux, à peu près, avec Saint-Louis et d'autres collègues de l'assistance publique, pour arriver à cette première intervention le 21 octobre 2014. Enfin, mais j'insisterai pas, on a également réfléchi à la manière, une fois que les cellules étaient en place, une fois que le patch était en place, d'améliorer un petit peu le support vasculaire de ce greffon pour que les cellules vivent plus longtemps. Alors, je veux dire un mot, une diapo, des études précliniques, donc il y a des études au labo, et puis des études chez le petit animal et des études chez le gros animal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez entendu, là en ce moment, c'est cyclique, hein, ces trucs-là, c'est comme la mode, mais en ce moment, il y a à nouveau une très forte pression des associations pour arrêter toute expérimentation sur l'animal. Alors, moi je vous le dis franchement, les gens qui disent ça sont des ignorants irresponsables. Voilà. Et deux termes, ignorants, irresponsables. Parce que les modèles animaux, c'est loin d'être parfait. Et on ne peut pas, à partir des modèles animaux, on ne peut jamais, à partir des modèles animaux, extrapoler ce qui va se passer chez nous, malheureusement. Il ne faut pas en abuser des modèles animaux. Il y a une réglementation européenne maintenant, extrêmement contraignante, qui a été traduite en droit français. Il faut tout contrôler. C'est très bien, hein, la température, l'humidité, la luminosité, c'est toujours, il ne faut pas leur mettre la télé. Mais on a d'ailleurs calculé que ce que ça coûte en termes du mètre carré par cage est plus cher que certains loyers parisiens. Ah ouais? Donc la souris parisienne est mieux logée que le citoyen. Mais vous rigolez, mais c'est vrai. Vous rigolez, mais c'est vrai. Vous n'imaginez pas le degré de contrainte. Bon, mais c'est bien comme ça. En plus, il y a la règle des droits R, réduit, ce qui est une bonne chose. Pas la peine de multiplier les expériences quand on peut les réduire. Remplacer, d'accord, quand on
peut remplacer, bah, remplaçons. Et raffiner, c'est-à-dire naturellement pas prendre la souris par la queue, mais la tuer avec une certaine humanité. Bon. Ok. Il y a des comités d'éthique, et les comités d'éthique, c'est très bien comme ça, mais qui accepterait, honnêtement, malgré les réserves qu'on peut faire sur les modèles animaux, que pour la première fois au monde, un médicament, une technique chirurgicale, n'importe quelle thérapie, soit testée sur un homme, une femme, alors que ça n'aurait jamais été essayé avant. Sur le plan, en tant que médecin ou chirurgien, ça me paraît fou. Ça. Même si, je le répète, voilà, il faut avoir une certaine réserve vis-à-vis des résultats de l'expérimentation animale. Mais au moins, ça peut aider à documenter la sécurité. C'est pas très bon, les modèles animaux, pour documenter l'efficacité. Parce que sur le rat, la souris, tout ça, il y a beaucoup de traitements qui marchent. Et quand on passe à l'homme, ça ne marche plus. Mais en termes de sécurité, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 quand on commence une thérapie nouvelle, ça donne quand même des informations. Pas à 100%, mais si vous ne le faites pas, alors la simulation informatique, très bien, ok, on fait. D'ailleurs, il y a des simulations intéressantes. On ne peut pas s'en passer. C'est peut-être dommage, c'est comme ça. Et puis, donc, on a fait plein d'études de sécurité. Si je vous montre ça, vous voyez, c'est pour vous dire quand même qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas, tiens, voilà, on va faire ça, machin. Et si je vous montre ça aussi, c'est parce que c'est à nouveau un très bel exemple de ce qu'est l'assistance publique. Parce que la cytogénétique, par exemple, c'est-à-dire s'assurer que les cellules n'avaient pas d'anomalies chromosomiques au cours des cultures, etc., ça a été fait à l'hôpital Antoine Béclair. Les cultures de cellules, ça a été fait à l'hôpital Saint-Louis. La chirurgie, ça a été fait ici à la HGP. Et ça, il n'y a que l'AP-HP au monde qui a cette espèce d'organisation intégrée, avec une espèce de pagaille organisée, mais dont il sort quelque chose. Bon. Et ça, vraiment, il faut le dire. Alors, on a fait donc ce premier essai. Bon, c'est des malades en insuffisance cardiaque grave, je ne vais pas insister là-dessus. Et donc, je vais juste vous montrer 2-3 photos opératoires. Voilà le patch. Vous voyez, le gel, le pansement, et dans ce pansement, vous avez les cellules cardiaques. Et puis donc, c'était une dame de 68 ans, que j'ai opérée donc le 21 octobre, qui était en insuffisance cardiaque vraiment sévère, je le dis toujours, mais c'est vrai, cette dame, pour les semaines qui ont précédé son opération, elle dormait assise, parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est le début de l'intervention, on découpe le péricarde, c'est l'enveloppe qui est autour du cœur, et on découpe un petit lambeau de péricarde qui va servir à couvrir le patch, de manière justement à apporter ce support vasculaire dont je parlais, mais vous le verrez mieux peut-être ici. Voilà, vous voyez que vous avez ici l'infarctus, là la zone de l'infarctus, et puis ce lambeau de péricarde que j'ai commencé à coudre à la périphérie. Donc j'amorce comme ça la création d'une poche. D'ailleurs, j'ai appelé cette opération l'opération du kangourou, pour que les choses soient claires, vous voyez. Et dans la poche, hop, je glisse mon petit patch. Voilà, le patch ici. Et ensuite, on va simplement rabattre le lambeau de péricarde par-dessus. Donc, si vous voulez, le patch avec les cellules, il est en sandwich. Il est contre le cœur, et il est recouvert par le lambeau de péricarde qui le tient en place et qui lui apporte un petit peu de support trophique. C'est une opération très simple. D'ailleurs, il faut qu'elle soit très simple parce que l'expérience prouve qu'en chirurgie, il y a quelque chose de simple qui marche. Si vous avez une opération compliquée, qu'il y a 3 personnes au monde qui savent la faire, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut que ça soit facile, reproductible. Non mais je vois une dame qui rigole, mais c'est vrai. Si c'est compliqué, voilà, ça fait l'intérêt. Alors vous voyez, vous n'êtes pas cardiologue, naturellement, mais enfin, je vous montre ça quand même parce que c'est pas inintéressant. Vous voyez, avant, la taille de son ventricule, vous voyez la dilatation, vous voyez comme il est large, et regardez au bout de 6 mois. C'est quand même intéressant. Donc ça, c'est la fonction globale. Alors la dame, elle a eu des suites simples, vraiment. Elle a une vie normale aujourd'hui. Elle est malade avec ses petits-enfants aux Invalides, parce qu'elle habite à côté. Elle est partie en vacances, en Bretagne, machin, très bien. Elle a eu un pontage en plus, donc on est très prudent, mais on regarde surtout la sécurité et la faisabilité. Et je vais vous montrer un autre écho qui est intéressant, parce qu'il est centré sur la zone de l'infarctus sur laquelle on a mis le patch avec les cellules, qui n'est pas la zone du pontage. Vous voyez, c'est ce qui est marqué LI. Et vous voyez qu'en haut et à gauche, là-haut,
ça ne bouge pas beaucoup, et regardez à 6 mois, la même région. Ça, c'est là où on a mis les cellules. Donc, vous voyez, on a pris trop, enfin, on a connu trop d'échecs, nous tous, et trop de désillusions, et trop d'espoirs vains pour, naturellement, se taper sur le ventre en se disant « Ouais, génial, on y est arrivé ». On ne va pas tirer des conclusions à partir d'impatience, même si d'ailleurs le deuxième que j'ai opéré depuis va bien aussi. Mais c'est encourageant. Et puis déjà, à 6 mois, il n'y a pas l'ombre d'une complication. Donc c'est une étude de sécurité. Déjà, de ce point de vue-là, c'est important. L'efficacité, on voit toujours dans un deuxième temps. Alors les médias, naturellement, toujours, ils sont pressés. Alors, ça marche, ça marche, ça marche. Non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Même, non, c'est vrai, même la com, Madame Munoz, qui est responsable de la com ici, même la com centrale m'a dit, mais quand même, c'est pas très sexy, comment vous présentez les choses, parce que vous dites que vous n'êtes pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr que ça marche. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'on sait le faire. Alors, ouais, à Saint-Louis, ils savent. Hein, moi, je sais mettre le patch. Je suis assez rassuré sur le côté sécurité. Efficacité, on verra. Mais dans ce genre de truc, je vais vous dire ce qui compte. Ce qui compte, c'est de commencer. Parce qu'à partir du moment où vous commencez, et moi j'en ai déjà des exemples depuis le mois d'octobre, là, vous ouvrez les portes. Et là, vous avez des équipes qui travaillent là-dessus, qui sont souvent beaucoup plus avancées que nous, parce qu'ils ont plus de moyens, qu'ils sont plus intelligents, voilà, qui vont venir avec leurs idées, leurs améliorations, et qui vont faire progresser le domaine. Mais à un moment donné, il faut dire, bah ouais, allez, c'est possible, c'est faisable, et puis ça n'a pas l'air dangereux. Et là, vous avez des gens qui commencent à travailler, et que ça encourage. Alors, on approche quand même de la fin, mais ça va? Ça va toujours? Oui, le cœur lâche pas, oui. Résistance incroyable. Vous avez des cellules de béton aussi. On a un patch. Alors vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu. Et là, on arrive maintenant à ce qui va se passer après. Parce que vous savez, il faut toujours le coup d'après. Comment ça marche? On n'en sait rien. Pendant longtemps, on a pensé, c'était assez simple finalement comme idée, on a pensé que, au gros, on mettait les cellules, qu'elles allaient fabriquer un nouveau tissu, puis que ce tissu contractile allait remplacer le tissu mort. C'est une vue chirurgicale assez naïve. Le problème, c'est qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines même, quasiment toutes les cellules disparaissent. Et malgré tout, il y a une amélioration. Alors, j'ai dit, comment ça marche? Eh bien, on commence à comprendre comment ça marche. Ça marche parce que, vraisemblablement, les cellules, c'est vraiment des petites usines. Et ces petites usines, elles vont vous cracher des milliers, je dis bien des milliers, de facteurs qui vont stimuler une cicatrisation du tissu greffé. C'est-à-dire que nous avons tous des voies de cicatrisation qui sont quiescentes, mais qui peuvent, semble-t-il, être mobilisées, être activées, être stimulées par des substances, par des facteurs qui sont sécrétés par les cellules. Vous voyez comment elles agissent? C'est comme ça qu'elles agissent. Et c'est pour ça qu'une fois qu'elles ont craché leurs facteurs et qu'elles ont activé ces voies endogènes, si ces voies endogènes restent opérationnelles, vous avez une amélioration, alors même que les cellules de départ, elles ont disparu. Elles ont fait leur boulot. Encore faut-il, pour qu'elles fassent leur boulot, qu'elles restent là un minimum de temps. Raison pour lesquelles on les a mis dans le patch, qui quand même assure une rétention un peu plus prolongée. Mais alors, la question d'après, qui ne manque pas d'être posée, c'est mais attendez, vous nous dites que les cellules, ça marche parce que ça crache des facteurs. Mais pourquoi vous n'injectez pas les facteurs? Pourquoi vous enquiquinez avec les cellules? Et donc, un certain nombre d'équipes, dont la nôtre, a commencé à travailler sur ce que je pourrais appeler assez trivialement le jus de cellules. C'est du jus de cellules. Non mais c'est vrai, du jus de cellules. Donc, vous prenez les cellules, Madame Escalon, je vous demande de ne pas faire de photographie me montrant de façon ridicule, mais bon, je ne peux rien vous dire non plus, c'est la directrice. Des sous les postes. Madame Escalon, faites ce que vous voulez. Chez vous. Moi, je suis locataire de passage. Donc, le jus de cellules, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez les cellules, vous les faites pousser
poussez au labo, mais vous ne les greffez plus. Vous ne les greffez plus. Vous récupérez tout ce qu'elles ont craché et vous administrez ce qu'elles ont craché. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Les deux, ce que je peux vous dire, alors là, pour le coup, c'est que si ça marche, ça va transformer complètement le paysage, parce que là, on a le médicament biologique. Ça devient infiniment plus simple à produire, à standardiser, c'est moins cher à terme, c'est plus facile relativement sur le plan réglementaire, vous voyez, que quand même d'injecter des cellules avec les problèmes de rejet, de trucs, de machin. Donc ça, c'est vraiment la voie de l'avenir. Peut-être. Et on en arrive au poisson zèbre. Le poisson zèbre. Le poisson zèbre, c'est comme la pyramide, c'est un mystère. Ouais. Vous connaissez le mystère du poisson zèbre, Madame Escalon? Eh bien, vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Pourquoi est-ce que je vous parle du poisson zèbre alors que je viens de vous parler des facteurs qui sont crachés par les cellules? Parce qu'aujourd'hui, les facteurs en question, on ne les connaît pas bien. On sait qu'il y en a des centaines, mais ce n'est pas évident à caractériser. C'est une espèce de soupe, hein. C'est une soupe. Voilà, une soupe. Il y a tout. Il y a des poireaux, des légumes, des machins, mais c'est une soupe. Et le poisson zèbre, il fascine les biologistes depuis des années. Pourquoi? Parce que le poisson zèbre, vous lui coupez la moitié de son cœur, il ne se passe rien. Ou plutôt si, il se passe quelque chose. Il régénère. Non seulement il ne meurt pas, cet abruti, mais il régénère. Il régénère. Donc depuis des années, les biologistes se disent, mais bon sang, si on arrivait à comprendre pourquoi cet animal arrive à régénérer. Vous voyez ce qui se passe, hein? Vous lui coupez la pointe du cœur, et puis, au bout de, vous voyez, 1 à 2 mois, il a régénéré. Il a régénéré. C'est incroyable, non? Madame Munoz, vous êtes fascinée, là? Non? C'est incroyable. C'est vrai, hein? Alors, on en était là. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est trop compliqué, vous dites, arrêtez! Comme vous savez, au télécrochet, là. La télé, là. J'aimerais vous montrer ça parce que là, on approche peut-être quand même des trucs intéressants. Vous savez que notre code génétique est dans l'ADN. Bien. Et puis que l'ADN, il envoie des petits brins qu'on appelle l'ARN messager, qui permettent la synthèse des protéines. Hein. C'est comme ça que ça se passe, les protéines qu'on a tous dans le corps. Alors, il n'y a pas longtemps, 2014, une équipe, il s'est rendu compte de quelque chose. Au moment où vous amputez le poisson zèbre, il y a 2 ARN, donc ces petits brins hein, qui sont responsables de la synthèse des protéines, il y a 2 ARN, oui, ils s'appellent le MIR99 et LET, qui disparaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont plus exprimés. Or, ces 2 cocos, le MIR99 et le LET, ils ont comme fonction d'inhiber des protéines qui participent à la régénération. Donc, comme ils inhibent les protéines ne sont pas exprimées. Et à partir du moment où les inhibiteurs sont eux-mêmes inhibés, la protéine est exprimée. Vous voyez que ces 2 protéines se mettent à être exprimées, et pendant la durée où elles sont exprimées, il y a la régénération. D'accord? Donc, si on inhibe ces 2 petits bouts d'ARN, on permet l'expression des protéines qui participent à la régénération. Ça, chez le poisson zèbre. Malheureusement, chez le rongeur qui ressemble à l'homme, vous pouvez créer un infarctus du myocarde expérimental. Vous voyez que les 2 cocos, là, le MIR99 et le LET, ils ne bougent pas. Comme ils ne bougent pas, ils continuent à inhiber les protéines de la régénération. Donc les protéines de la régénération restent inhibées et il n'y a pas de régénération. D'où la dernière étape. Qu'est-ce qui se passerait si on se mettait par des moyens pharmacologiques à reproduire le poisson zèbre, c'est-à-dire à inhiber les 2 cocos, le MIR99 et le LET7, et bien ce qui se passe, c'est qu'on a une récupération de la fonction cardiaque. Donc sur le même modèle, vous voyez,
l'extinction de ces deux petits... Alors c'est sûrement plus compliqué que ça, mais c'est la première fois que les gens ont commencé à approcher les mécanismes de la régénération chez le poisson zèbre, qui est sans doute un des modèles animaux les plus utilisés maintenant, pour tous ceux qui s'intéressent à la régénération tissulaire, pour essayer de comprendre. Et donc, je ne vous dis pas que demain, on va avoir un médicament qui sera un mélange de BIR 99 et de LED 7 et qu'il suffira de le donner. Bon. Mais enfin, c'est la première fois qu'il y a une relation qui commence à être faite entre l'extinction de ces deux micro-ARN, l'expression des protéines de régénération et la récupération fonctionnelle. Troisième, on a quasiment fini, hein. Troisième voie possible, c'est l'ingénierie tissulaire. Je vous en ai déjà parlé de l'ingénierie tissulaire quand je vous ai dit que les cellules étaient mises dans un patch qui permettait une meilleure rétention des cellules. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour que les cellules soient heureuses, parce qu'en fait le but c'est qu'elles soient heureuses, nos petites cellules, il vaut mieux qu'elles soient dans un matériau, dans un biomatériau, que comme ça, injectées dans une seringue. Parce que quand vous les avez dans une seringue, elles sont toutes éparpillées n'importe comment, elles sont en suspension, c'est pas une situation normale pour une cellule. Donc ça les fait mourir. Donc l'ingénierie tissulaire est en train de se développer beaucoup, et si je vous montre ce truc qui a l'air compliqué, c'est parce que des gens se disent, mais attendez, si les cellules marchent parce qu'elles sécrètent des facteurs, est-ce qu'on ne peut pas dupliquer ces mêmes effets en travaillant des polymères? Donc là, c'est simplement pour vous dire qu'il y a une voie de recherche aujourd'hui acellulaire, donc sans cellules, mais en travaillant des polymères synthétiques, mais plus synthétiques que naturels, de manière à ce que, par leurs caractéristiques et physiques et chimiques, ces polymères induisent la même activation des voies de régénération que le font les facteurs sécrétés par les cellules. Et puis, cette ingénierie tissulaire, et je vous montre ça exprès, elle commence à rentrer dans la pratique clinique. Et sans détailler tout ce schéma, on a aujourd'hui le début d'une étude, bon, ça ne va pas passer beaucoup, mais d'une étude chez les insuffisants rénaux qui ont besoin d'un shunt d'hémodialyse, et au lieu d'utiliser une prothèse synthétique, on peut utiliser maintenant ces polymères qui ont été traités de façon à devenir biomimétiques, c'est-à-dire le plus compatible possible, pour limiter les phénomènes de thrombose qui sont les complications fréquentes, malheureusement, de ces shunts chez les hémodialysés. Dans ce domaine-là, vous avez tous entendu parler maintenant de l'imprimerie 3D, et en imprimerie 3D, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par exemple, une trachée. Par exemple, une trachée. Vous voyez, là, on a reproduit une trachée, et c'est pas chez le rat ou la souris, c'est ce petit bébé, qui est sans doute le premier petit bébé à avoir été opéré. Elle est née avec une absence quasiment de trachée. Eh bien, on a pu, en imprimerie 3D, fabriquer avec un matériau synthétique un tube avec des anneaux cartilagineux, donc exactement comme une trachée, aux dimensions de l'enfant, puisque l'imagerie maintenant, les scanners, l'IRM, etc., permet de vraiment modéliser les dimensions. Donc on a fabriqué, vous voyez, on a fabriqué une trachée exactement aux dimensions voulues. Ensuite, on a pris chez ce petit bébé quelques cellules, on les a ensemencées dans cette trachée, on l'a greffée, et ça a été fait aux États-Unis, à Chicago, et avec des suites opératoires tout à fait spectaculaires, d'une enfant qui, pour l'instant, respire normalement. Vous voyez que ce n'est pas de la science-fiction. Donc l'ingénierie tissulaire, vous avez vu, c'est l'association, le polymère, là, le tube, fait en imprimerie 3D, plus les cellules, donc c'est dans cette direction qu'on va. Il y a la direction de l'ingénierie tissulaire, puis il y a la direction des facteurs, uniquement, comme je viens de vous le dire. Voilà. Je voudrais terminer en vous disant que, je vous ai parlé au tout début du prix Nobel de M. Thomas, à propos des greffes de moelle. Les greffes de moelle ont commencé quand on s'est rendu compte qu'une souris irradiée, à qui on faisait une greffe de moelle, pouvait récupérer complètement. Ça a été le début, la preuve du concept. Souris irradiée, greffe de moelle, hop, récupère. Il s'est écoulé 50 ans, entre cette expérience princeps et la diffusion à large échelle, en pratique clinique, des greffes de moelle pour traiter les leucémies. 50 ans. Thérapie cellulaire en cardio, 20 ans. Vous voyez, on a encore un tout petit peu
peu de temps pour faire des